côté des restes d'un enfant, en bas de la page 125 de son manuel de lecture, une phrase du roman de Renard. Maudits soient les yeux qui se ferment quand ils doivent rester ouverts. Génocide au Rwanda, les témoignages, Médecins sans frontières, juin 1994. Dossier de Françoise et Pierre. En 1, le génocide prouvé. Les massacres perpétués au Rwanda depuis le 6 avril dernier sont d'une gravité sans précédent sur le continent africain. Leur dimension et leur déroulement posent incontestablement la question du génocide. Le rapporteur spécial des Nations Unies affirme dans son rapport que la qualification de génocide doit d'ores et déjà être retenue en ce qui concerne les Tutsis. Ainsi donc, les événements qui se déroulent dans ce pays n'ont rien à voir avec les dérapages d'une guerre civile, ni avec les crimes de guerre et autres violations du droit humanitaire. Il ne s'agit pas d'une explosion spontanée de violence dans un contexte de colère ou d'autodéfense populaire, mais d'une campagne d'extermination organisée visant à tuer l'ethnie minoritaire Tutsi. Génocide, un mot inventé après les camps de la mort nazie. Il qualifie l'extermination programmée de personnes dont la seule faute est d'être ce qu'ils sont. Les Tutsis du Rwanda devaient périr jusqu'au dernier. En dépit de la Convention de 1948 par laquelle les États s'engagent solennellement à prévenir et à réprimer ce crime, un génocide s'est déroulé en présence des soldats des Nations Unies, la MINUAR et de la presse. Entre avril et juillet 1994, sur les 8 millions d'habitants que comptait le Rwanda, plus d'un demi-million de personnes y ont été exterminées sur le modèle de la solution finale. Notre histoire commence en août 1994. ngeze muri iyi nzu ibipapuro byari byandagaye hano hose ariko nasoma insangamo ibipapuro bishobora kugira akamaro kubera ibintu byari byanditseho ndavuga nti igihe komisiyo de droits de l'homme izanyura hano rimwe. Ça va nous permettre de démontrer à quel niveau le génocide était préparé et bien coordonné avec des agents exécuteurs, avec une organisation vraiment paramilitaire. Dans ces documents, il y a même des listes de personnes à éliminer et on essayait d'orienter les tueurs. Ce sont des documents très importants que nous mettrons à la disposition de la justice. Joseph Matata, militant rwandais des droits de l'homme. Avec une poignée d'autres rescapés, il enquête, consigne les témoignages et tente d'écrire l'histoire de ce génocide. nabasobanuye ukuntu ibintu byaje kugenda ukuntu abo bantu bapfuye n'ukuntu nabibonye bapfa abo bantu wari uhari bapfa rwose narahageze nabibonye bishwe na mukuru arinda vitali na Kayenje na Mugenzi Rukara na Celestin Rwamakuba wenda nawe uri hano oya abo bose bahise bahunga
bamaze kubica bahita bahunga. Wamubonye yica? Ari hano. Muhamagara. Nguri. Mama kuba? Ngwino. Ariko nababwire ngo uwo ntahamagaye ngenda hakwita urabizi urumva njye ntaho mbashaka aha ngaha uwo ntahamagaye wese Sobanura bagize uko byagenze. Nabo basobanura bagize uko byagenze. Ku mpamvu wabishe. Icyo wabahoye rwose. Ko abantu bapfuye. Icyo wabiciye wabahoye. Interahamwe zaje zirabica. Nazo zidufata ku gahato. Ya mugenzi wawe uzi tumva ntabwo tubwiye ko wamubonye yica. Wamubonye yica. François Xavier de Sanzouera. Il a perdu sa famille pendant le génocide. Comme la plupart des cas, il y a assez de preuves. Hein. Dans un mois, on peut avoir les premiers procès. Procureur de la République de Kigali, il a la charge d'instruire les procès. Allez, on baise. Pardon. Dommage que tu puisses pas parler, toi. En tout cas, c'est... Et qu'est-ce qu'il faisait? Dans le ravin, oui, les croix. Toi, tu as vu les croix là-bas? François Saulnier, juriste de Médecins sans frontières. Avec Joseph sur les collines, avec François Xavier au tribunal de Kigali, elle va suivre la promesse de justice sur la scène internationale. Octobre 94, pas encore de procès. On divisait les gens par équipe. Oui. Alors, mais parmi les gens par équipe dans le quartier, il y avait aussi des miliciens. Même quand on n'était pas milicien, on était obligé maintenant d'être à la barrière. Mais si on ne se rendait pas à la barrière, directement, on était appelé un complice quoi, des Imotani, quoi, ou bien un Inyenzi. Si tu n'étais pas sur la barrière, tu étais condamnable. Condamnable directement. Alors, juste à la barrière, on a rencontré la femme qui habitait ici. Alors, le militaire a dit, tiens, une Tutsi. Alors la femme a crié, oh Dieu, 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 oh Seigneur. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Alors, le gendarme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tiens, moi je ne peux pas pardonner une Tutsi quasi. On a amené la femme, on l'a amenée ici, on l'a tuée ici, on a creusé, et la femme gît toujours ici. C'est la tombe de la femme. De la femme, de la Et vous vous souvenez de son nom? Non, je ne me souviens pas de son nom. Nous avons été très touchés pendant notre enquête de voir à quel point les victimes ont souffert, même avant la mort, comment ils étaient stressés. On nous a même raconté qu'à un certain moment, les Tutsis ou les personnes cibles ne criaient même pas au moment de la mort, parce qu'ils sentaient que c'était inutile de crier. Parce qu'en général, on crie pour appeler au secours. Or, les gens mouraient en silence, même les enfants.
Ils étaient égorgés en silence, sinon, pas même un cri. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient morts avant d'être tués. Il a traîné le corps comme ça. Oui. Il a traîné le corps jusque dans cette fosse. Parce qu'on a mis du sable. On a mis de la terre. On a mis de la terre, mais c'était dans cette fosse-là. Bon, c'est une des fosses communes qu'on a, dans laquelle on mettait les cadavres des gens qui étaient tués par... Est-ce qu'il n'y a pas eu d'enfants rescapés dans la fosse? On est parvenu à sauver deux petits bébés. Il y a une fille qui s'appelle Mathilde, d'un monsieur qui est mort aussi, qui s'appelle Kamanzi. Tous les Tutsis de la région étaient obligés de venir ici. Donc il y avait des listes établies par commune de tous les Tutsis. Donc on les emmenait. On leur expliquait que c'était l'endroit où ils devaient vivre, où ils devaient aller. Et puis après on verrait une destination finale. Alors il n'est pas avec des trains, mais ils arrivaient là. Donc j'ai les listes, je les ai à Paris, heureusement elles sont dans mon bureau, dans une chemise encore. Donc avec les noms des familles déplacées par commune, qui avaient donc tout été envoyé ici, mais c'est quelque chose qui a été organisé sur du temps, quoi. C'est pas un spasme de violence qui a causé leur mort. Ils ont été envoyés de tout le pays, donc, et le maire de la commune était responsable d'établir les listes, et de donner la destination et d'envoyer les gens ici. Et donc c'était un camp de la honte, c'était un camp d'extermination. Oh la vache, ben, ça n'a pas été nettoyé. Il reste ces traces de sang, les morceaux de peau, la vermine, le sang qui a coulé par terre. Oh là, les gens, ils étaient dans un clapier. Dans un clapier. Personne n'est venu ramasser les listes, personne n'est venu nettoyer. En outre, on a demandé aux soldats laminoirs de ramasser les corps, parce qu'il y avait des corps. Et puis voilà, quoi. Il n'y a plus les corps, il reste les savates, il reste le sang, il reste les chiffons, une côte humaine d'un enfant, les chaussures, le sang, les habits, tout. Tout. Pareil, les chiffons pleins de sang, on voit la vermine sur l'habit. Donc c'est juste le corps qui était dans le coin, que je me souviens encore, qui avait été coupé. Un peu de vermine et puis des cheveux, quoi. C'est tout ce qui reste. Janvier 95, toujours pas de procès. Jusqu'à présent, on n'a aucun véhicule pour faire des enquêtes sur le terrain. Et nous sommes toujours une équipe de 6 magistrats instructeurs pour 6200, je crois, dossiers. Donc, on est toujours au point de départ. Le temps passe, les preuves disparaissent. On va se retrouver demain avec 10 000 personnes sur les bras, sans dossier judiciaire. Et on va dire que ces gens sont innocents, on sera obligé de les lâcher, alors que ce sont des criminels. Donc, imaginez par exemple qu'il y ait une amnistie, parce que la justice n'a pas pu faire son travail. On peut imaginer aussi notre scénario. On peut imaginer des escadrons de la mort qui disent l'État n'a rien fait pour nous rendre justice. Donc, nous, on a tout perdu. On n'a rien à sauver. Nous allons nous rendre justice nous-mêmes. C'est un risque. Et la seule façon d'éviter ce risque,
c'est vraiment d'appuyer la justice et de faire des procès équitables. Mais la justice n'a rien jusqu'à présent. Et tous les discours, la justice, la justice. Pour oublier, on en parle beaucoup. Et pour ne rien faire, on dit qu'on fait. Parce que depuis le mois d'août, je veux dire, c'est la priorité des priorités. Combien de journalistes sont venus, ont tout montré et combien de fois aussi la communauté internationale a dit bon bah on va envoyer, on va faire, tout ça va être fait. Mais il n'y a pas que le gouvernement rwandais qui a peur de ce trou noir, j'ai l'impression. On retourne toujours là, au point de départ. Les pauvres victimes, il faut rester avec leurs souvenirs. Et pour un avenir meilleur, économique, pour le Rwanda nouveau, j'ai peur qu'on dise un trait sur le passé, malgré que ce trait va être, je dirais, tracé sur plus d'un million de mots. Donc, on pourrait avoir 150 dossiers qui sont prêts à être jugés. Qu'est-ce qui bloque, à votre avis? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous le dire, là. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un siège pour juger les affaires familiales. Ça fait 3 juges. Oui. Ce même siège pourrait juger les auteurs du génocide. Tous les dossiers sont prêts. Alors, moi, on m'a dit d'attendre. Je ne sais pas ce que j'attends. Mais j'attends. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ce sont eux qui continuent la préparation des mœurs. Non, On se moque aussi des Français. On dépend de plus en plus de l'argent pour faire ce noir. Et on se moque des gens. Et tout ça, ça va beaucoup. Le problème, c'est qu'en fait, personne ne veut la justice. Personne. Pas la communauté internationale, pas le gouvernement actuel. Que l'argent, justement, que les moyens, ils sont donnés sous condition qu'on ne fasse pas justice. Sous condition d'élargissement du gouvernement, sous condition de réconciliation nationale. Je veux dire, on s'est foutu de notre gueule, quoi. Et alors, on est des espèces de petits pions, on est des pantins, on nous pousse devant, on nous dit, bah voilà, tout le monde est d'accord pour faire la justice, allez-y les cocos. Et puis on multiplie les procédures, sans compte que toutes les enquêtes qui ont été faites, c'est pas des enquêtes judiciaires. Donc si on veut inculper quelqu'un, il faut recommencer tout à zéro. Parce que ce sont des récits, que les gens n'étaient pas assermentés pour recueillir les témoignages. Bon, c'était des choses prévisibles, quoi. Mais que personne n'a prévu. Et que ben, on vient encore de perdre 7 mois, quoi. On vient encore de perdre 7 mois. Ce que dit le procureur, la seule chose de forte, quoi, et celle que nous on ressent, et que moi je ressens, c'est qu'il y a 1 million de fantômes ici, et que ce 1 million de fantômes, eh ben, il faut leur dire quelque chose, quoi.
Depuis des mois, l'ONU a multiplié les procédures pour établir la vérité. Elle a déployé plus de 5000 soldats avec armes et bagages sur le terrain. Mais son enquête sur le génocide est une imposture. Un seul représentant basé à Kigali, sans budget, sans voiture, sans radio, a servi pendant 4 mois de caution au discours officiel sur la lutte contre l'impunité. Quand les observateurs des droits de l'homme arrivent enfin sur le terrain, l'ONU change leur mission. Tous les éléments d'information relatifs au génocide sont à reprendre à zéro. Il faut désormais attendre les enquêteurs du tribunal international. Au Rwanda, depuis avril 1994, l'ONU fait le pari de l'échec et le choix du mensonge. En tant que militant des droits de l'homme depuis plusieurs années, les tueurs de ma commune m'avaient placé en tête des personnes à abattre pendant le génocide. Ma famille a été la première attaquée. Ma fille a eu le visage tranché à coups de machette. Ma femme a eu son omoplate fendue et tous mes enfants ont été battus. Par chance, moi, pendant le génocide, j'étais en stage à Bruxelles. Ça a été pour moi un miracle. Quand j'étais en Belgique, j'avais cru que tout le monde était mort. Et quand je rentrais, je croyais que j'allais peut-être vivre dans un couvent, essayer de m'occuper d'autre chose, parce que je ne me voyais pas encore entrer dans me remarier, de faire... de recommencer à avoir des bébés de quelques 2 kilos. Alors. J'ai d'ailleurs cru comprendre que c'était un message providentiel. J'avais survécu par hasard. Ma famille, qui fut la première attaque, a survécu. Je me suis dit certainement que le sacré bon Dieu devait me réserver une mission assez sérieuse, à savoir celle que les droits de l'homme dont je m'occupe. C'est pour cela que peut-être j'ai repris avec courage mon travail comme à l'accoutumée, sans me préoccuper des risques que notre travail nous fait courir. Quand j'arrive un peu tard, elle est très inquiète. Elle croit que ça y est, je me suis fait avoir. En tout cas, j'ai eu peur. J'ai peur. Le génocide s'est achevé en juillet 1994 par la fuite à l'extérieur du pays de 2 millions de Rwandais encadrés par les criminels. La paix, la justice et la réconciliation nationale semblaient alors indissociables. Mais aujourd'hui, qui cherche encore la justice ? Le procureur s'est fait confisquer le véhicule indispensable à ses enquêtes. Le tribunal international ne s'est pas encore mis au travail. Au Rwanda, à défaut de justice, tous les Hutus sont devenus suspects. Les actes de vengeance et les arrestations arbitraires se multiplient sur les collines. Aujourd'hui, les extrémistes sont nés. Évidemment, ils donnent prétexte qu'il y a eu génocide. C'est pour cela que vous verriez ici un certain nombre de personnes qui, même ont fait des études, qui estiment que la justice expéditive, donc je veux dire la vengeance, qu'ils préfèrent la vengeance à une justice légale, à la procédure normale, etc. Et ils vous disent, écoutez, pourquoi consommer du papier, etc. pour un criminel.
Mars 1995. J'ai atterri à Bruxelles avec 2 valises de dossiers, de rapports et mes notes. J'ai dû fuir au Rwanda, encore une fois. Les menaces de mort à mon encontre se faisaient chaque jour plus pressantes. On ne supportait plus mon travail sur les violations des droits de l'homme commises par les nouvelles autorités, les militaires, les cadres du FPR, etc. Avant, c'était les extrémistes Hutus, les auteurs du génocide. Maintenant, les extrémistes Tutsis sont responsables de disparitions, d'arrestations arbitraires et d'exécutions sommaires. Je ne voulais pas mourir avec un mot en travers de la gorge. Ce mot doit sortir avant mon dernier soupir. Pour rédiger au calme le compte rendu de mes enquêtes, j'ai fait un rapport. J'ai retrouvé le foyer d'étudiants qui m'hébergeaient pendant le génocide, ici à Bruxelles. Vous êtes à l'écoute de Radio Rwanda émettant depuis Kigali. Il est 20h01 dans nos studios. C'est l'heure du bulletin d'information en langue française, édition de la soirée, qui vous est présentée par Vincent Mourigande et Innocent Kamazi. Et je vous signale tout de suite que au cours de cette édition, on reviendra exclusivement sur l'événement d'aujourd'hui avec le triste anniversaire, le premier triste anniversaire du génocide au Rwanda, et on verra le déroulement de ces manifestations d'aujourd'hui. On était avec quelqu'un aussi qui tout d'un coup a dit oh, j'ai peur. Mais pour le moment, ça va. Mais là, c'est quand même important qu'il ne se soit rien passé sur ces 2 jours. Que ça soit resté calme, c'est très important. Des milliers de personnes qui avaient fait le déplacement à Rebero, un sentiment de tristesse et une ambiance de méditation. Presque. 6 avril 1995. On annonce enfin les premiers procès à Kigali et les premières commémorations. 6000 corps extraits des fosses communes d'un hôpital vont être exhumés lors de ces funérailles nationales. Chaque cercueil contient les restes de 30 cadavres. kugira ngo tugusuke imbere imitima yacu kugira ngo twifatanye mwese ibyago n'akaga kabiri kacu tuzi imbere yawe tukuzaniye intege zacu tukuzaniye imitima ya muntu tuzi imbere yawe mana tuzi imbere yawe kongera kuvuga imbaraga
que les morts sont là, je veux dire, ils crient vengeance, quoi. Ils crient vengeance. Et quand ils sont enterrés, ils demandent justice. Je crois qu'il y a vraiment un passage. Et il faut leur faire un monde à part pour pouvoir, nous, continuer à habiter celui-là. C'est pour ça que les pancartes, elles sont essentielles, mais elles sont en même temps cette augmentation. C'est toute cette difficulté de vivre dans le Rwanda aujourd'hui, quoi. Chaque vivant doit porter beaucoup de morts, plus que ne peuvent porter les épaules normalement, quoi. Ça, c'est le vrai héritage pour les Rwandais d'aujourd'hui, ce poids des morts qui pèse vraiment sur chacun. Aucune trace de l'aide internationale en faveur de la justice. Le procureur adjoint du tribunal international pour le Rwanda vient d'arriver à Kigali. Dans ses bureaux, les rideaux ne sont pas encore accrochés. Quels outils vous pensez disposer ou avoir besoin pour arriver vraiment à des dossiers judiciaires permettant l'inculpation et le jugement? Justement, là, c'est là le problème parce qu'actuellement, vraiment, nous sommes à effectif très réduit. Normalement, nous devrons disposer de 100 enquêteurs au moins. Et ces 100 enquêteurs, vous pensez, je veux dire, vous avez un budget sur ce que ça représente, 100 enquêteurs? Non, justement, c'est là le problème parce qu'on n'a pas encore de budget suffisant pour ça. Le coût, c'est combien pour 100 enquêteurs? Je ne sais pas encore parce qu'on va décider ça la semaine prochaine lors de nos réunions à La Haye. À La Haye? À La Haye. Ah, oui, d'accord, oui. d'accord. Oui. Et donc, jusqu'à présent, je veux dire, il n'y a pas eu de travail de conservation des preuves fait? Non. Est-ce que d'autres organisations, par exemple, comme la branche militaire des Nations Unies, la MINUAR, ont fait cette cérémonie de passation de documents? Parce que les archives de la MINUAR vont être déterminantes pour votre travail. La MINUAR n'était pas partie prenante dans la passation de ces documents. Est-ce que ces archives de l'armée française dans la zone turquoise ont été remis au tribunal officiellement ou pas encore? Non. Moi, c'est-à-dire à mon niveau, je ne sais pas encore. Donc, où sont vos soutiens en termes non pas simplement d'espoir et de conviction, mais vraiment concrets? Sur qui vous vous appuyez? Oui, évidemment, votre question est assez embarrassante, disons, parce qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Ouais. Concernant spécialement le tribunal pour le Rwanda, comme je vous dis, moi je ne suis pas encore au courant de beaucoup de problèmes, étant donné que moi-même je viens de m'installer ici à Kigali. Mais tout sera en définitive décidé la semaine prochaine. Le tribunal international pour le Rwanda a pour mission d'aider ce pays à s'engager sur la voie de la réconciliation nationale en traduisant en justice les responsables des massacres. Je me suis fixé comme objectif de présenter les premiers actes d'accusation dans le courant du deuxième semestre de cette année. What we see today is, a justice place which is completely devastated, despite all what we have been said by the cooperation in the reconstruction of the judicial system. That is the first, I think, important criticism, which is not to be addressed to the government, but which is to be addressed to those who are present today, which is the international community. C'est le conseiller juridique Bonjour, de Médecins sans frontières et à Réseau des citoyens. Donc il était en train de me parler du cas d'un enfant qui ne peut pas sortir de prison parce qu'il manque 5 000 francs rwandais pour payer l'amende 5 000 francs rwandais pour payer l'amende transactionnelle. Hein. Oui. Il a volé un vélo et il est en prison depuis 6 mois. Justement. Voilà. En fait, il n'a pas volé, c'est qu'il a été avec des gens accusé, qui ont volé. Donc, ouais. Donc je disais que ça, je vais voir ce soir. De toute façon, les 5 000 francs, je les donnerai avant lundi parce que 5 000 francs, c'est pas un problème. Mais ce que je veux voir avec Réseau des citoyens, c'est si on peut mettre en place quand même un travail pour que, au-delà de cet enfant-là, les enfants qui ne sont pas accusés de génocide et qui ont besoin d'une caution ou comme ça, du versement d'une somme dérisoire pour payer leur libération. Hein.
Hitimana Stanislas, Nyazikwiye Patrice, Utayisire Charles, Ushigagici Jeanne Pomsen, umubare umushinjacyaha yatse ijambo mbere yo kugira ngo Bigirimana agire icyo avuga sinzi icyo ashaka kutubwira. Murakoze bwana perezida kwenda ku ijambo banya kwa bacamanza ubushinjacyaha mpagarariye ntabwo bushaka kugira icyo buvuga gusa kuri Bigirimana ahubwo ni kuri bagenzi be bose basigaye bakurikirana n'icyaha cy'itsembatsemba kubera izi mpamvu zikurikira. Ejo bundi nako ejo Bigirimana twabonye abantu baza ari benshi bamaze kumva ko izi manza zitangiye kuburanishwa baza bashaka gutanga ubuhamya kugira ngo batange ibimenyetso simusiga byinshi bimushinja icyaha. Binatuma tunyarukira ikabuga tubazayo abantu kimwe na dosiye y'Uyundura Musoro w'Igahanga habonetse abagabo babiri bamushinja nabo ubwo buhamya tukaba twarabonye ejo ndetse bukaba butarashyikirizwa bene ubwite kugira ngo nabo bagire icyo babwireguraho. Kubera izo mpamvu rero n'izindi zikurikiraho nazo nk'izi z'iki cyaha kimwe nabo ubushinjacyaha bwasaba ko muzimurira ku wundi munsi kugira ngo ibyo bimenyetso bitaducika hato imaze idacibwa kandi ibimenyetso byinshi twari twizeye bitaraboneka. Murakoze. Nk'uko uhagarariye ubushinjacyaha ari we urega abisabye, urukiko rurasanga rutamwima ubwo burenganzira bwe kuko ari we urega bwo kugira ngo ibimenyetso babonye bishyikirizwe abaregwa nk'ibyabonetse. Ni ukuvuga ko Hitimana, Ndura ndetse abazi ko bashinjwa itsembatsemba bose baze hano bahise baza, ubu rero baracyaza ari benshi kugira ngo ibimenyetso bibe byinshi. Niyo mpamvu rero urukiko rwemeje ko urubanza iburanisha ryasubikwa, ubushinjacyaha bukazaza ibindi bimenyetso bukaza kutubwira igihe tuzasubukurira ibyerekeye aya madosiye. Nuko rero tubyemeje nonaha. Cyokora buri wese muri mwe aradusinyira ibyo tumaze kubabwira kuko mumaze kubyumva. Donc la séance est levée. À un certain moment, j'ai pris la décision de ne pas retourner à Kigali pour deux raisons. La première raison, c'est pour ma sécurité. La deuxième raison, dans les conditions actuelles, je ne peux pas faire mon devoir, mon travail comme j'aurais aimé le faire. Alors je me suis dit, je peux être victime des génocidaires, je peux être victime des extrémistes parmi les rescapés, je peux être victime d'un soldat qui a perdu la famille, toute sa famille et qui n'accepte pas que je parle, que je donne ce discours sur lequel il y a des innocents en prison. Alors, moi, j'ai décidé de rester ici pendant une année pour voir si la situation évolue. Ça faisait un bout de temps que je ne faisais plus des interrogatoires. Parce qu'un jour, j'avais eu devant moi un prévenu
Et avant que je lui pose une question, la première réaction, c'était de me dire, ce n'est pas moi qui ai tué votre père. Alors, je me suis dit, je ne peux pas continuer à l'interroger. Ce sont des situations inconfortables. Et moi, j'avais dit au ministre, je ne peux pas aller requérir le 6 avril. Je ne voudrais pas qu'un prévenu dise, mais ce procureur de la République, il a tué sa famille. Il a intérêt dans ce procès. En fait, c'est comme ça que je suis... moi, je n'ai pas participé au procès. Les arrestations ont triplé. Les dénonciations calomnieuses ont augmenté. Il y a même maintenant des associations de dénonciateurs, des gens qui font circuler des listes pour des signatures en disant telle personne a participé au génocide. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont un faciès de l'assassin. J'imagine que mon père, là où il est, si un jour j'allais sur ma colline, en ma qualité de procureur de la République, et que j'arrêtais tous les voisins, leurs femmes et leurs enfants, mon père, là où il est, il ne serait pas content. Lui veut qu'on arrête son assassin. Pas ses voisins, pas la femme de son assassin, pas les enfants de ses assassins. Je pense que faire une justice expéditive, c'est une insulte. Donc, aux victimes du génocide. C'est Joseph. Oui. Mais rentre. Allez, viens. Ça va. Ça. Comment ça va? Ça va. Avec ces femmes-là qui te couvrent. Les gens commencent à croire qu'il n'y a pas de justice. Parce que je vous ai parlé de cette image mythique de ce tribunal international. Ces gens qui imaginent un tribunal à la grandeur justement de la communauté internationale, avec des milliers de juges et de procureurs, et avec beaucoup de moyens. Alors quand ils entendent des ministères publics de ce tribunal international dire qu'ils ne peuvent pas commencer les procès, alors les gens commencent à se poser des questions. Dire à un peuple qu'on va lui rendre justice et qu'on ne le fait pas, je trouve que... Enfin, je ne trouve pas d'autre qualification. C'est de l'escroquerie morale. Ouais. Juin 1995, Tribunal international de La Haye, la première séance, mais pas encore de procès. On behalf of the Secretary General, I declare open the first public meeting or the first session of the International Criminal Tribunal for Rwanda. The Rwanda Tribunal is the international judicial instrument through which justice will be done and peace and national reconciliation will be pursued in Rwanda. It is a powerful signal that genocide and other crimes against humanity can no longer be tolerated. Voyage à La Haye. Rencontre avec le procureur du tribunal international. But the huge problem facing Rwanda, obviously, is to get their national criminal justice system working. Without a criminal justice system, no country can really survive because criminality becomes free for all. And it's particularly important to me because I think that without national courts working in Rwanda, what we're doing is not going to really have any effect. There's no point only going for the leaders if the people who carried out orders and committed the most serious offences are not prosecuted. There's not going to be real justice in Rwanda, and I have no doubt without real justice there can be no reconciliation or enduring peace. La population carcérale du Rwanda dépasse les 50 000 personnes. La plupart sont présumés coupables de génocide. Toujours pas de procès.
La prison de Gitarama, conçue pour 400 personnes, compte en mai 1995 plus de 7000 prisonniers. Surface vitale, 1 demi-mètre carré par détenu. Du fait de ce surpeuplement, de nouveaux traumatismes apparaissent. Au moindre geste, les détenus se blessent. Nombreux hématomes du pavillon de l'oreille, par exemple. Les prisonniers se tiennent en permanence sur des sols mouillés ou sales, conséquences médicales impressionnantes. Nécrose des orteils conduisant à des amputations fréquentes du pied ou de la jambe, plaies profondes, septicémie entraînant la mort. Le nombre de cas de morsures humaines est aussi en augmentation. Entre septembre 1994 et mai 1995, 1 détenu sur 8 est mort dans la prison de Gitarama. Dans les prisons rwandaises, la mort fait aujourd'hui le travail de la justice. Rendez-vous pièce 3341 avec une conseillère de Boutros-Ghali pour l'Afrique centrale. D'abord, la première personne qui a prononcé le mot génocide, il ne faut jamais l'oublier, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Deuxièmement, le secrétaire général des Nations Unies a été l'un des premiers à dire publiquement et sans honte, nous avons failli. La communauté internationale a failli au Rwanda, l'ONU a failli au Rwanda. Ça, il n'a jamais eu peur de le dire. Donc, on est tous d'accord qu'il y a eu faillite. Qui a du peps, je crois qu'elle remue beaucoup pour un fonctionnaire onusien, elle est assez pétillante. Rendez-vous enfin avec l'ambassadeur de la mission néo-zélandaise, membre du Conseil de sécurité pendant le génocide. Hello. Hello. Françoise Sonny. Françoise Sonny. Legal advisor. Hi, Françoise. Is it possible to say never again inside the UN while it happened? No, I think we have to be realistic and accept that the example of Rwanda proves that to say never again is an act of faith and hope, but it's not something that we can guarantee until we have a more effective United Nations. And we still have a very long way to go in making the United Nations more effective. Françoise a reçu une lettre écrite par un avocat rwandais sous la dictée d'un certain Jean de Dieu, 10 ans. Suspecté du vol d'une bicyclette, cet orphelin a croupi 6 mois dans les geôles rwandaises. Grâce au règlement de la caution libératoire de 5000 francs rwandais, soit moins de 100 de nos francs, Jean de Dieu a été libéré. La juriste de Médecins sans frontières étudie d'autres cas d'enfants se trouvant dans une situation similaire. Dans une de ses dernières publications figure cette phrase : « On a tous le droit de ne pas réussir, mais on ne peut plus se permettre de mentir. » Welke talen spreekt u? Ik spreek Frans, Kinyarwanda, François Xavier suit des cours de néerlandais. Engels. Comment t'appelles-tu ? Qui es-tu ?
D'où viens-tu ? En flamand, il apprend péniblement à répondre à ces questions. Il a quitté Anvers. 2 fois de suite, alors qu'il cherchait à louer un studio, les propriétaires lui ont répondu qu'ils n'aimaient pas les Noirs. Il vit à Bruxelles, appelle souvent Kigali, attend encore les premiers procès. Joseph vit toujours dans sa chambre d'étudiant. Sa famille va le rejoindre. Ses rapports rédigés, commentés et diffusés, il s'attaque désormais à l'écriture d'une pièce de théâtre intitulée « La tragédie rwandaise », durée 2h30, pour tout public, aime à préciser Joseph. Maudit soit, les yeux fermés,